Eh bien, bonsoir. Ravi de vous revoir en ce samedi 18h30. Le rendez-vous hebdomadaire. Et aujourd'hui, encore du monde. Ils vont se présenter. Donc, on a une émission avec 2 sujets. Donc, ça sera les petites annonces d'Emmanuel Macron et la question sur les rodéos urbains. Voilà, je crois qu'il y aura des débats. Je pense qu'il y a des personnalités autour de la table. Peut-être on ne sera pas d'accord sur tout, mais c'est ce qui fait plaisir aussi à travers le débat. Vous pouvez commencer à vous présenter. Donc, on va commencer par notre invité. C'est la première fois qu'il est sur le plateau. Merci à toi, Sébastien. Donc, Nicolas, si tu peux te présenter. Écoute, Nicolas Chatowski, ancien policier à la retraite. J'ai un parcours atypique qui part de la révolution lycéenne de 1986. Ah oui. En passant par SOS Racisme, Solidarnosc, pour arriver dans la police nationale. Oui, ça c'est un parcours atypique. C'est un parcours très, très atypique. Mais écoute, ça fait plaisir que tu sois là et avec nous. nous. Merci de m'avoir convié à ton émission. Ça fait plaisir. D'ailleurs, n'hésitez pas. C'est vrai que ça passe en dessous la bande annonce, mais abonnez-vous à la chaîne Fréquence Populaire. N'hésitez pas à regarder ce qu'on fait, pas de blabla. Et n'hésitez pas aussi dans les commentaires. Si vous avez des sujets que vous avez envie qu'on traite, on peut les traiter. Et en même temps, si vous souhaitez venir sur le plateau, n'hésitez pas. Vous nous laissez vos coordonnées dans les commentaires sur Facebook, sur YouTube, et on vous rappellera, il n'y a pas de souci. Ensuite, Khalid, si tu peux te présenter. Khalid Konaté, je suis pâtissier de métier et je suis très actif dans le social. Voilà. Ali Mafiche, ingénieur du son dans le broadcast, la télévision et dans le cinéma. C'est parfait. C'est la deuxième fois. Exact. Donc là, c'est les sociétaires et là, l'invité. Merci. Mais écoutez, merci à vous. De rien, c'est avec plaisir. Et on va commencer avec le premier débat, la première question. Donc cette semaine, notre cher président a fait une apparition télévisée où on devait avoir des annonces. Écoutez, vous allez nous dire un petit peu ce que vous avez retenu. Donc les petites annonces d'Emmanuel Macron. On va commencer par honneur à l'invité. Ça vous gêne pas? Merci. Donc Nicolas avait. C'est l'honneur d'ouvrir le bal. Ben oui. Donc si tu peux nous dire, voilà, toi ton ressenti sur les annonces d'Emmanuel Macron, ce que tu peux quand même en dire et ce que tu as retenu. Si je te dis que je n'ai pas retenu grand-chose, je me suis forcé à regarder Emmanuel Macron, le président de la République. Ce qui m'a le plus interpellé, c'est la désincarnation de la fonction, plus que les annonces, parce que des annonces on n'en a pas eu. Je pense que quand je m'aperçois que des interlocuteurs peuvent prétendre communiquer avec le président de la République, tel Monsieur Ménard. Monsieur Ménard, j'ai été surpris de son attitude. Mais en même temps, je pense que le président de la République a désincarné cette fonction. Il n'a plus la hauteur nécessaire. Et je suis assez triste pour mon pays, je peux te le dire, parce que je m'attendais à plus de hauteur et surtout à beaucoup plus d'annonces, parce que des annonces, on n'en a pas eu en fait. C'est vrai que tu as raison, Nicolas, on n'a pas eu grand-chose. On en a eu quelques-unes, on en débattra après, mais, oui. mais d'abord le ressenti aussi de Khalid et d'Ali, puis après on viendra peut-être, allez, les petites choses et les petits détails. Alors, c'est au bout de plus de 3 heures. Déjà, il fallait patienter 3 heures et de retenir quelque chose au bout de 3 heures. C'était pas un discours, c'était des réponses à des interviews. Donc, je sais pas si les questions étaient programmées ou pas. Comme notre cher invité, je n'ai pas retenu grand-chose. Ça a été survolé. On a eu des réponses, on va dire, approximatives, dans le flou et dans le peut-être. Voilà. D'accord. Alors pour moi, c'est son travail en fait, sa façon de faire. Moi, je suis parti un peu plus loin. Je suis parti regarder un peu ses mémoires lorsqu'il était à l'école. Sur ses mémoires, il a beaucoup travaillé sur Machiavel et Hegel. Ce sont des philosophes qui étaient vachement sur l'un qui était sur vraiment la façon martelée, la façon d'être un peu plus dur. Et il y a l'autre, Monsieur Hegel, qui lui était plus sur le
le côté, comment dire, dissuasion avec un peu plus de la réalité de pensée. C'est-à-dire, il commence avec, il martèle parce qu'il reste sur ses positions. Depuis le début, il reste sur ses positions. Ça, il n'y a pas de souci. Mais sur le deuxième, à chaque fois, il va rentrer dans la, il va faire de la morale. Il va essayer de faire un peu sur de l'empathie. Je donne l'exemple par rapport à un point qu'il a donné par rapport à l'Ukraine. Donc le premier, Machiavel, c'est un peu, on a saisi de l'argent, on a mis cet argent de côté. Ça, entre parenthèses, c'est quand même c'est quand même la répression quand même. Et de l'autre côté, dire aux Français, cet argent, ce que je donne aux Ukrainiens, c'est pas la vôtre, c'est cet argent que j'ai mis de côté pour le bien commun, même si c'est de l'Ukraine. Mais en fait, il y a toujours un mauvais, entre parenthèses, pour être dur et bien sur ses positions. Et de l'autre côté, à chaque fois, il essaye de faire un peu plus doux. Et il a toujours été dans ses retranchements par rapport à ça. Donc c'est toujours un non catégorique pour plein de choses. Et après, il rentre un peu dans la pensée. Et lorsqu'il donne ses réflexions aux citoyens, les citoyens, ils sont plus à chercher un petit peu sans trop, sans trop lui jeter la pierre. Voilà. Je sais pas si je suis voilà par rapport à ce point-là. Je pense que sur on va dire sur l'analyse de ce que a voulu faire passer comme message le président, je pense qu'on est d'accord. Bon, il y a juste, je vais vous poser un peu quand même des questions parce qu'il y a des choses qui sont ressorties, même s'il y a pas grand-chose quand même. Et voir un peu votre ressenti en quelques mots. La question de Gaza, il a abordé. Alors moi, il m'a surpris sur la question de Gaza parce que je veux dire pendant des mois et des mois, on a eu droit à un soutien à demi-mot. Israël, c'est vrai, on soutient Israël. Et là aujourd'hui, on apprend que finalement Israël, c'est un peu le pays de la honte par rapport à ce qu'ils font à la bande de Gaza, c'est-à-dire il y a plus de nourriture qui rentre, plus de médicaments, plus. Et là, ils viennent de s'en rendre compte. Alors bon, vaut mieux tard que jamais. Oui. Et en même temps, moi, ce qui me gêne un peu politiquement, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, on avait des groupes à l'Assemblée nationale qui revendiquaient les mêmes choses, qu'on a fait passer pour des extrémistes. Et aujourd'hui, finalement, le président a revu sa copie. Alors tant mieux, parce que ce qui se passe justement à Gaza, c'est dramatique. Et il fait un mea culpa, voilà. Donc je sais pas. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire vous sur cette question de Gaza? Alors on va dire que c'est tout à son honneur. Il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Il peut être le président de la République, mais il peut pas avoir raison tout le temps. Donc il peut piocher des idées, des façons de voir, des positions chez tout le monde, du petit citoyen au député de ses ministres. Donc il a le droit de changer d'avis. Et là, c'est en positivité. D'accord. Moi, je te dirais simplement que je rejoins un peu Wally. On a une annonce. Il semble vouloir faire un pas dans le règlement de cette question israélo-palestinienne. Maintenant, je pense qu'il ne pourra pas le faire tout seul. Il va falloir que d'autres nations s'agglomèrent. Je pense à la Russie, je pense aux États-Unis, je pense à la Jordanie, à l'Égypte, mais je pense aussi à l'ensemble de toutes ces nations qui pourront faire avancer le problème. Alors, là où il a raison, c'est que il a émis, comme dit Ali, c'est positif. On a l'impression qu'il souhaite avancer sur ce dossier-là. Mais il faut que, je pense que notre diplomatie, même si on en a plus depuis 2022, on n'a plus de diplomatie depuis 2022, mais je le regrette parce qu'on a effacé le corps diplomatique, on n'aurait pas dû le faire. Non. Où sont nos Hubert Védrine? Où sont nos Claude Chesson? Où est le Dominique de Villepin à l'époque? On n'a plus cette on n'a plus cette consistance, cet honneur d'être un pays indépendant avec un État pivot fort. Il faudrait qu'on revienne à cette indépendance diplomatique, géopolitique, pour pouvoir qu'on agglomère des nations autour de nous, comme le faisait le général de Gaulle, qui sur la question palestinienne d'ailleurs avait été très tranchant. Il était plus tranchant que nos parlementaires aujourd'hui, quels qu'ils soient, le général de Gaulle, sur la question palestinienne. Parce qu'il disait, oui, l'État palestinien doit exister.
C'est vrai, Voilà. c'est Donc vrai. j'espère que, écoute, ce petit côté positif qu'on a eu, parce que il faut que ça s'arrête. Moi, je dis toujours, même sur les réseaux sociaux, je dis stop, il faut que ça s'arrête. Il faut aujourd'hui que toutes les nations puissent aujourd'hui reconnaître cet État de Palestine et savoir qu'est-ce qu'on y met dedans, parce que ça aussi c'est très important. De quoi va être constitué cet État palestinien? Quels vont être tout l'aspect démocratique qu'on peut mettre dans la création d'une nation. Exactement. Je pense que ça sera une nouvelle nation, avec la démocratie, il lui faut un service de santé, il lui faut sa sécurité sociale, il lui faut son autonomie, quoi. Énergétique également, parce qu'on n'en parle pas de ça. Mais l'indépendance énergétique de la Palestine, il va bien falloir qu'on y donne à un moment donné. Exact. Oui, c'est vrai qu'il y a toutes ces questions. C'est vrai que c'est un vaste Arrête de sujet. parler, sinon on peut... Non, mais c'est très intéressant, très intéressant. Et c'est un vaste sujet. Khalid. Moi, je vais revenir sur Machiavel, parce que c'est la même chose. C'est parce qu'on a fourni des armes quand même. On a fourni, vous me dites si je me trompe, on a fourni des armes pour Israël et tout ça. Et maintenant, aujourd'hui, on vient sur des Hegel pour dire, bon, tout compte fait, voilà. Mais on a quand même contribué, entre parenthèses. Après, lorsque vous citez De Gaulle, je ne veux pas dire que c'est la même chose, Monsieur Macron, mais Monsieur Macron est plus à l'extérieur de la France que sur le territoire français. Il est souvent à l'extérieur, souvent en déplacement. Il essaye de faire une nation, je sais pas c'est laquelle, mais en tout cas c'est pas la nôtre. Mais voilà, de son côté, il essaye d'avancer de sa façon, mais là, je trouve qu'il est retranché. C'est comme tout le monde, dès qu'on a un problème, on revient sur notre base. Et sa base, c'est vraiment ce qu'il a fait, sa thèse, vraiment, voilà, quand il était à l'école. Et là, aujourd'hui, il est sur la pratique. Voilà. Et puis il est dans ses prérogatives de président de la République, c'est-à-dire qu'il doit maîtriser la géopolitique et la diplomatie. Oui, Voilà, c'est vrai. ça, C'est vrai. Une autre petite, voilà, allez, on part sur le débat. Qu'est-ce que vous avez pensé? Moi, j'ai trouvé qu'il était parti à un moment donné sur la question de la Russie, justement, par rapport à l'Ukraine et tout ça. Ben alors, je pense qu'il faut que notre cher président, à un moment donné, alors peut-être il a de très mauvais conseils. C'est vrai qu'on a une diplomatie, comme tu disais tout à l'heure, qui n'est plus ce qui était. Mais comment on peut dire ce qu'il dit par rapport à la Russie, son positionnement aujourd'hui, quand on voit que dans notre propre pays, les difficultés s'accumulent, on n'arrive plus à diriger avec l'Assemblée nationale notre pays, et on veut faire les ventes en guerre, ça fait quand même des mois et des mois, maintenant des années que ça dure, en faisant croire à tout le monde qu'on est capable de faire la guerre à la Russie. Entre guillemets, avec ce qui s'est passé le 8 mai, le 9 mai derrière, avec une alliance maintenant qui est connue de tous avec la Chine, la Russie, la Chine. Qui a toujours existé. Bien, on le disait déjà sur différents plateaux, ils le voyaient pas venir. On avait bien compris qu'il y avait quand même quelque chose. Rappelez-vous, le sommet des BRICS, il y a des choses qui ont été mises en avant. Comment aujourd'hui, un pays comme la France, tout petit pays, parce qu'on est tout petit par rapport à la Russie et la Chine, on peut se permettre de dire qu'on est capable de faire la guerre à des pays comme ça? Et franchement, c'est pas judicieux. Quand d'un côté on dit c'est une honte à Gaza la guerre, en Ukraine c'est une honte, et nous, qu'est-ce qu'on propose à côté de tout ça? C'est peut-être aussi de faire peut-être la guerre. Qu'est-ce que vous en pensez sur cette question de la Russie? Dans ce conflit, Sébastien, je pense qu'on paie les accords de Minsk et qu'on ne veut pas en sortir. On veut avoir raison. Je pense que nous sommes pris dans l'étau européen. On n'est plus aujourd'hui notre nation, notre président, malheureusement, n'a pas la prérogative de sa politique extérieure. Je pense que on est sous l'égide de Madame von der Leyen, et on peut parler des néo-conservateurs américains. Je suis désolé, et on ne sort pas de ce tunnel. Et tant qu'on n'en sortira pas, on n'aura pas la paix dans ce monde. C'est tout. Voilà. Je suis pour la paix, je suis pour le peuple ukrainien, il faut que ça soit très clair. Je suis pour la paix pour le peuple ukrainien, mais également pour les familles russes, aujourd'hui, qui sont endeuillées. Notre devoir n'est pas, aujourd'hui, d'assumer la guerre. On doit l'effacer. On doit repartir sur des bases de paix, de diplomatie, de géopolitique, et je reviens toujours à cet aspect diplomatique qui est le cœur du fonctionnement des nations du monde. Voilà. Ali. Alors, moi je reviendrai à
John Lennon, avec sa chanson Imagine, pas de frontières. On l'a fait avec l'Europe, pas de frontières. Ça aurait été bien de faire un monde sans frontières, donc sans guerre, on se bagarre pas juste pour quelques kilomètres. La France a pris position, étant donné qu'elle doit être le cheval de trait de l'Europe, donc elle doit donner l'exemple, et elle doit être à la même hauteur qu'on va dire que les États-Unis. On essaye d'être aussi beau, aussi musclé que les Américains. Donc il y a de la surenchère. Notre exemple, c'est les États-Unis, et je pense pas que ce soit le bon exemple. Et comme on le dit tous, on est contre la guerre. Prendre position pour X ou Y, c'est être contre la guerre. Il n'y a pas mieux que la négociation. On aurait pu négocier bien avant. Là, on a pris position, on a mis le doigt dans l'engrenage, et ça nous a bouffé le doigt, ça va nous bouffer le bras, et ça va nous bouffer complètement. Merci Ali pour cette analyse. Je rajoute, tant qu'on ne sortira, on est les proxys des Américains. Dès le début de ce conflit, on a été les proxys des Américains. Exact, oui. Il faut sortir géopolitiquement, diplomatiquement de cette proximité, de cette alliance avec les Américains. Et d'ailleurs, je vous propose dans un autre débat, mais il faudra qu'on y vienne, ça pose la question de l'OTAN. Ça pose la question de l'OTAN. Est-ce qu'on continue avec l'OTAN? Est-ce qu'on sort de l'OTAN? Est-ce qu'on revoit les règles de l'OTAN? Parce qu'il y a une vraie question sur ça. Khalid, sur cette question de la guerre en Ukraine et la Russie? Par rapport à la guerre en Ukraine, c'est assez compliqué. Il prend des décisions, parce que le nom est assez lourd quand même de conséquences, parce que c'est notre nom en fait, parce que il parle en notre nom, c'est notre président. Et le fait de donner des directives, de prendre des décisions difficiles ou immorales, parce qu'il y a des choses, on parle de la Russie en fait, c'est pas petit quand même. Je pense que c'est pas vraiment facile pour notre président il ne peut pas lâcher. Là, c'est assez compliqué parce que s'il lâche aujourd'hui, parce qu'il est toujours sur un non catégorique, s'il lâche, il montre le signe de faiblesse. Alors, il continue dans cet engrenage, même si ça amènera à rien. C'est beaucoup de, allez-y, excusez-moi. Pardon, c'est beaucoup d'engagement. Après le fait de parler de l'Ukraine, il veut absolument le faire rentrer dans l'Europe. À partir du moment que ça va rentrer dans l'Europe, ça va faire partir de la Constitution. En fait, ils auront cette parce que le fait de les aider entre parenthèses sans qu'ils soient de l'OTAN, c'est un peu, pour moi, c'est anti-constitution. Un peu, c'est pas clair. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est pas clair. Les Russes sont très clairs. Ils ne veulent pas une Ukraine otanisée. Oui. Ah oui. D'ailleurs, c'est ce qui a mis, entre guillemets, le feu aux poudres. Oui. Voilà. C'est quand on a voulu faire des bases militaires et l'OTAN s'est installée en Ukraine et que les Russes, ils n'ont pas accepté, comme nous, on n'aurait pas accepté non plus à nos frontières. Eh bien, voilà, d'autres personnes qui viendraient mettre des bases militaires. Et juste pour compléter ce que disait Khalid, dans une guerre, il y a toujours un perdant. Quand tu négocies la paix, il y a toujours un perdant et toujours un gagnant. Bien sûr. Et malheureusement, quand on veut négocier, on est obligé, quand on est perdant, parce que je pense qu'on sera perdant. De faire des concessions. Déjà, on est perdant économiquement, parce que ça ruine nos entreprises, ça ruine notre pouvoir d'achat, ça ruine nos agriculteurs, la guerre en Ukraine. Parce qu'on parle que de l'aspect militaire. Mais aujourd'hui, si nous avons une crise économique, le conflit ukraino-russe, avoir voulu s'écarter de la Russie économiquement, stratégiquement, industriellement, ça nous a fait mal. Mal à la France, pas au-delà de faire mal à l'Europe, mais parce que l'Europe. Khalid, tu disais que il s'est engagé, il peut plus revenir en arrière, ou dire j'ai eu tort, on a pris une position. Mais quelqu'un qui admet ses torts, c'est tout à son honneur. Hein. On a fait un choix, on découvre que c'était pas le bon, on négocie. Moi, je suis pas pour dire qu'il y ait un gagnant, un perdant. On se met à table, on se dit oui, on a eu un conflit et on le règle. J'ai pris position, j'ai fait ça, j'ai eu tort, toi aussi tu as eu tort, et ça se négocie. On peut pas revenir en arrière, mais admettre ses fautes et dire que le choix que j'avais fait n'était pas le bon. Oui, d'ailleurs, il le fait sur la question de Gaza.
Ce qu'on est en train de dire là, il a fait pareil sur Gaza, voilà, en disant qu'au début, il pensait pas comme ça, et puis il s'est rendu compte que finalement, le gouvernement israélien, il était sur une autre stratégie, qui n'était pas celle. C'est le problème de la clarté présidentielle. Quand, après les événements du 7 octobre, il s'est empressé de dire « je veux une coordination internationale pour abattre le Hamas ». Il était dans une autre vision des choses. Aujourd'hui, il est dans une autre encore, oui, bien sûr. Parce que la prospective de ce conflit, de la résolution de ce problème israélo-palestinien, passera par la négociation avec les grandes de ce monde, avec les grandes nations de ce monde, et surtout les nations qui s'agglomèrent autour de l'État d'Israël et autour de la Palestine. Quand on veut vivre à deux États, il faut s'en donner le moyen. Pour finir, cette question des annonces de Macron, on avait discuté, mais sur la première émission des référendums. Donc, il y a quand même des petites annonces sur les référendums. Il a laissé la porte ouverte à un référendum sur la fin de vie. Je sais pas si vous avez vu, en disant peut-être on pourrait le faire. Par contre, il a dit aussi sur certaines propositions de notre Premier ministre François Bayrou, peut-être on pourra faire des référendums, mais sans rentrer sur les sujets. Et surtout, celui qui veut pas, c'est sur la retraite. La retraite, exact. Voilà, là, au moins, ce qu'on sait, c'est qu'il veut pas de référendum sur, on va dire, le plus important, la retraite, parce que je pense que on serait obligé de revenir avec ce qui est passé en 49.3 à l'époque et sans démocratie. Et donc, du coup, je pense qu'il est pas très chaud sur les questions des référendums de fond. En même temps, il va falloir qu'il fasse vite parce qu'il a plus que 2 ans. Oui. 2 ans, c'est très court et c'est très long aussi. Ça dépend dans quelle position nous sommes. Il va falloir qu'il se mette au boulot. Oui, c'est vrai qu'il a du boulot, il a du boulot. Mais c'est vrai que, voilà, sur la globalité de son intervention, c'est vrai que 3 heures, on s'attendait à avoir, des annonces, des perspectives. Parce que ce qui manque le pays, au bout du bout, parce que des fois on critique notre jeunesse et qu'on sort. Il n'y a pas de perspective, il n'y a pas d'avenir. C'est-à-dire, on se projette pas. C'est-à-dire qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc c'est compliqué de construire un avenir, construire une nation, si on ne sait pas demain qu'est-ce qu'on va faire concrètement. Ce que je dis, c'est la hauteur de la fonction. Il a annoncé une réforme de la police municipale. C'est pas un président de la République qui a annoncé une réforme de la police municipale, c'est le ministre de l'Intérieur, qui parle de la réforme de l'État. La dernière grande annonce présidentielle qu'on a eue, Sébastien, c'est en 95 de Jacques Chirac avec le plan cancer. Ça a été une annonce présidentielle. Je vais faire un plan cancer sur 10 ans. Ça, c'est une annonce présidentielle. Moi, j'aurais voulu entendre, je vais faire un plan hôpital 2030. Mais je pense que tu comprends ce que je veux dire? Une réponse aux questions qu'il avait. C'était pas, c'était pas, il a eu des questions, donc il était obligé de répondre. C'était pas une annonce déjà préprogrammée. L'annonce préprogrammée, enfin, je pense, c'est la nationalisation de ArcelorMittal qui a été refusée, quoi. Oui, alors de toute façon, c'est pas dans son, on va dire, c'est pas dans ses valeurs, ceux qui défendent de pouvoir nationaliser. On pourrait débattre parce que c'est vrai que cette question d'ArcelorMittal, c'est encore une industrie, enfin un fleuron. C'est vrai, non mais c'est vrai. Sur le territoire qui s'en va. Alors après, on dira qu'on industrialise le pays. Bon, après, la question, on peut pas la régler là parce qu'il y a tellement de questions à soulever. On pourrait en parler après. Mais quand même, les familles qui vont rester encore au bord de la route, quand on parle qu'on veut réindustrialiser le pays, je crois qu'on est encore passé à côté de quelque chose. La verrerie à Vergès. Voilà, la verrerie qu'on a traitée la dernière fois. Voilà. Enfin, je veux dire, quand on cumule tout, en fait, il y a beaucoup d'effets d'annonce. Et finalement, sur le terrain, on fait tout le contraire. Sur ces questions-là, je pense qu'on va passer au sujet suivant. En tout cas, je vous remercie. Et on peut passer au sujet suivant, si vous voulez, ensemble.